Enregistrer la réunion. Donc bonsoir tout le monde. La réunion de ce soir est enregistrée. Je vous enverrai le replay demain avec toutes les slides. Ok, donc vous n'avez pas besoin de prendre des petits screenshots des différents slides puisque vous recevrez tout. Aujourd'hui, je vais vous donner plein de conseils pour vous permettre de réussir les concours Access Sésame, sachant que vous n'êtes pas du tout en avance. Ok? Donc, quand on se dit: «Bah, tiens, j'ai envie de passer des concours cette année», il faut être, vraiment efficace, OK? S'il y en a parmi vous qui sont en première, vous allez apprendre plein de choses qui vont vous être utiles, mais sachez que l'idéal, quand vous voulez préparer les concours, c'est de les préparer plus tôt dans l'année, voilà et donc je vous inviterai à pas attendre la dernière minute si jamais vous êtes dans ce cas-là. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Johan, du coup, je suis le directeur de Prépa Campus, une prépa du coup qui prépare au concours Access Sésame. Je suis aussi jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine, du moins je l'étais, je ne le suis plus actuellement, parce que j'ai plus le temps, même si j'adorais faire ça, hein. Je donnais des cours aux troisième année de Dauphine en licence de gestion, ok? Français d'ailleurs et étranger. Euh, On va commencer tout de suite cette conférence. Je vous explique un peu comment ça va être organisé. Il va y avoir une bonne demi-heure de présentation, peut-être même 40-45 minutes, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai envie de vous dire. Présentation, pas spécialement commerciale, hein, où je vais vraiment enfin pas commerciale en réalité, je vais vraiment vous dire plein de choses sur les concours, et on va parler vraiment des concours. Ensuite, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez poser les questions que vous voulez dans le chat et j'y répondrai dans l'ordre et j'évite aucune question, il y a aucun problème avec ça. On va commencer tout de suite du coup avec le programme de la présentation. On va commencer avec les concours Access Sésame. Juste, je vais vous présenter rapidement les concours Access Sésame pour que vous compreniez bien la différence entre les deux concours et les différentes préparations que l'on peut faire, enfin les différentes pardon, oui, écoles qu'on peut faire, les différents programmes que l'on peut faire pardon, après, euh, après avoir fait les concours. En gros, quand vous souhaitez faire une école de commerce post-bac en France, vous avez trois possibilités, soit faire un bachelor, soit faire un BBA, soit faire un programme grande école. Le bachelor, c'est le programme en 3 ans qui donne une licence. Ça veut dire licence, un bachelor, tout simplement. Euh, En France, on n'a pas de très bon bachelor. Le plus coté qu'on a, c'est le bachelor de l'ESCP. Et encore, c'est un bachelor qui est très international, mais qui n'est pas non plus. C'est pas une top formation, ok? Euh, et donc, du coup, vous faites 3 ans en école. Et ensuite, bah, vous avez une licence, et après, vous faites ce que vous voulez. Ok? Ça, c'est la première partie, ça, c'est le bachelor. Malheureusement, en France, pas de très très bons bachelors. Les plus connus, voilà, c'est celui de l'ESCP, celui de l'ENSIA. Euh, voilà, ça va être les deux plus connus, je pense. Euh, Vous avez aussi celui de Kedge, qui est connu. Mais voilà, on n'est vraiment pas dans les plus grosses formations. Ensuite, on a les BBA en 4 ans. Les BBA, c'est calqué sur ce qui se fait dans le monde anglo-saxon, où vous avez 4 ans d'études. Et En chaque France, plus, oui, dites-moi. donc le barème progressif en fonction de votre impôt sur le revenu. Prenons un exemple. Imaginons que vous Alors, investissiez 10 000 euros. quelqu'un raconte sa vie, mais ça ne nous concerne pas. Donc, désolé Emmanuel, je vous ai mute. Si vous avez du coup, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat, hein. Comme je vous l'ai dit, j'y répondrai après. Du coup, on revient à ce que je disais. Si vous souhaitez faire un BBA, un BBA, c'est un programme en 4 ans. En France, au bout de 4 ans, c'est pas diplômant, la quatrième année en France. Donc vous allez avoir un bachelor plus une quatrième année qui correspondra à un master 1, sauf que le master 1 n'est pas un diplôme. Donc du coup, dans le système français, ce que je vous recommande, c'est quand même de rajouter après votre BBA, pardon, une cinquième année, un master 2, du coup, pour compléter votre formation. Vous n'êtes pas obligé de rajouter 2 ans, mais rajouter un an. Donc, quand vous faites un BBA en 4 ans, vous avez juste une licence comme un bachelor, et vous avez les crédits pour une quatrième année, mais il faut rajouter la cinquième année pour vraiment avoir le master 2, et c'est ce que je vous invite à faire. Pour le coup, en France, on a des très bons BBA. Le plus connu, le meilleur, c'est le BBA de l'ESSEC. C'est le meilleur programme en 4 ans qu'on puisse faire en France. C'est un des meilleurs programmes post-bac en réalité qu'on puisse faire en France en école de commerce, si ce n'est le meilleur. Ok? Tous les meilleurs BBA, sauf un, sont dans le concours Sésame.
Donc, c'est-à-dire l'ESSEC, le M Lyon, Neoma, Schema, etc. Tous ces billets-là dans le concours Sésame. Le seul bibillet qui est très intéressant et qui n'est pas dans le concours Sésame, c'est le bibillet de l'EDEC. Le bibillet de l'EDEC, vous pouvez postuler directement sur Parcoursup, ça va vous prendre un VE. Vous allez avoir euh, votre dossier qui va être étudié, vous aurez un entretien de personnalité. Ok. L'entretien de personnalité, il est sur le même format que pour les écoles, que pour les entretiens Access Sésame. Donc c'est zéro préparation en plus pour vous si jamais vous préparez les concours Access et Sésame. Et enfin, le dernier type de formation que vous pouvez faire, c'est les programmes en 5 ans. Souvent, ça s'appelle programme grande école, pas toujours, mais très souvent, ça s'appelle programme grande école. Et les meilleurs programmes en 5 ans, ils sont tous dans les concours Access Sésame. Ok. Le meilleur en numéro un, et il n'y a pas de débat dessus, c'est l'IESEG. L'IESEG, c'est d'un niveau qui est à peu près équivalent à Audencia en post-prépa, et c'est à peu près du niveau du bibier de l'ESSEC. Ensuite, on va avoir l'ESCA et l'EM Normandie, qui vont être l'ESCA dans le concours Access et l'EM Normandie dans le concours Sésame, qui sont des bons programmes en grande école en 5 ans en post-bac, du coup. Et ensuite, derrière, on va avoir d'autres programmes comme le MLV. On va avoir aussi le programme en 5 ans de Neoma, qui n'est pas un programme grande école, c'est un programme qui est un peu plus spécialisé, numérique, mais qui est assez intéressant. On va avoir plus loin l'ESDES, ok, et d'autres programmes en 5 ans. Donc, du coup, tous les meilleurs programmes que vous pouvez faire en post-bac, en fait, à part le bibier de l'EDEC, je dirais, ils sont tous dans les concours Access Sésame. Le concours Access, il prépare seulement à 3 écoles, mais il est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de places à l'IESEG et à l'ESCA. Il y a 1100 places à l'IESEG, il y a 1050 places à l'ESCA. Et donc, du coup, à titre de comparaison, au concours Sésame, il y a 16 écoles. En moyenne, il y a à peu près 350 à 400 places par école. Donc, l'IESEG et l'ESCA, ça représenterait l'équivalent de 3 écoles pour Access, de 3 écoles pour Sésame, pardon, en termes de places. OK. Donc, l'IESEG et l'ESCA, ça fait 6 écoles à eux deux, si on devait comparer au concours Sésame. Et au concours Sésame, on a 16 écoles, mais les 16 écoles, elles ne sont pas spécialement intéressantes. Avoir une école avec le concours Sésame, c'est facile. Ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure école possible. Sachez que quand vous allez faire des études de commerce, vous allez payer entre 10 et 12 000 euros l'année, quelle que soit l'école que vous allez intégrer. Et donc, bah, autant que ça soit la meilleure école possible, euh, quitte à payer 10 ou 12 000 euros, autant que ça vous propose des débouchés qui sont vraiment intéressants. Donc, c'est vraiment important de bien réussir son concours pour aller dans les meilleures écoles, parce que ensuite, derrière, vous aurez les meilleurs salaires à la sortie, les meilleures opportunités professionnelles, les meilleures opportunités d'évolution même dans votre carrière. OK? Sachant qu'évidemment, il n'y a pas que l'école qui compte, on est bien d'accord. Si vous êtes bon, vous êtes bon. Mais en France, les diplômes sont quand même très regardés. Et s'il y a des parents qui ont fait ce type d'études-là, ils savent de quoi je parle. Euh, du coup, on va voir un petit peu quels sont les programmes, hein, pour les concours Accès Sésame. Je vais vous donner quand même quelques petites informations importantes. Donc, pour les épreuves écrites du concours Access, vous avez l'anglais, la synthèse de documents, le raisonnement logique et mathématique. Pour la partie raisonnement logique et mathématique, si vous n'avez pas fait maths complémentaire en terminale ou spé maths, mais maths complémentaire, ça suffit. C'est trop tard pour le préparer si vous êtes en terminale. Moi, je ne l'aurais pas préparé le concours Access à votre place. Si vous êtes en première et que vous souhaitez le faire, il faut vous inscrire tôt à la préparation. Et là, moi, les étudiants, tous les ans, j'en prends même des STMG qui sont à l'aise en maths, ou même des étudiants qui n'ont pas fait les maths complémentaires. Je les prends euh, en- sur la préparation du concours Access. Mais par contre, si j'ai besoin de les avoir dès le début de la préparation en novembre, je les prends sur 6 mois et je m'occupe d'eux en particulier pour m'assurer qu'ils suivent et et puis ils puissent être au niveau pour les concours. Et tous les ans, j'ai des étudiants de STMG qui y arrivent et qui arrivent à intégrer l'IESEC, par exemple. À ce stade-là de l'année, je ne les prends pas du tout. Je ne vous prends pas du tout. À ce stade-là de l'année, c'est maths complémentaire ou spé maths. Maths complémentaire, c'est très bien. OK. Et donc, du coup, il y a aussi l'anglais et la synthèse. On y reviendra plus tard sur un peu les différentes matières. Pour le concours Sésame, vous avez 6 épreuves écrites, les langues avec l'anglais et la LV2, l'analyse documentaire, les enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. On va voir tout ça un peu plus en détail tout à l'heure. OK? Là, actuellement, euh, on est mi-février. Parcoursup, ça a déjà ouvert. Vous avez jusqu'au 13 février pour faire vos vœux sur Parcoursup. Et c'est sur Parcoursup que vous allez choisir tous les programmes auxquels vous postulez et que vous allez payer pour les concours. Une fois que vous aurez payé pour les concours, vous aurez la possibilité de créer votre espace en ligne sur le site de Sésame et sur le site d'Access. Et en fait, si vous voulez, pour s'inscrire au concours, il faut faire Parcoursup, puis l'inscription en ligne sur les sites d'Access et de Sésame. Pour s'inscrire sur Parcoursup, c'est très simple. Vous prenez une école qui vous intéresse. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous dites programme grande école de l'IESEG, vous le rajoutez dans vos vœux.
dans vos choix, et ça va vous rajouter directement le concours Access. Et ensuite, vous pourrez prendre tous les autres, vous pouvez rajouter tous les différents campus des écoles, vous pouvez rajouter ça pour l'IESEC, pour l'ESCA, pour les SDS. Donc, en fait, ça va vous rajouter le vœu Access, et après, vous pourrez prendre dans votre vœu Access tous les sous-vœux. Que ce soit pour Access ou pour Sésame, les sous-vœux ne sont pas comptabilisés. Donc, vous êtes limité à 20 sous-vœux normalement. Bah là, ça ne va pas. Juste, excusez-moi, j'ai fait un petit point sur les questions. Je regarde. Charles, enfin, je répondrai à toutes vos questions, et notamment pour la question de Charles, qui est intéressante. Enfin, qui est vraiment très intéressante. Du coup, je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire, pardon. Oui, oui, ça, pardon. Quand vous postulez au concours, tous les sous-vœux que vous mettez dans le concours Access et dans le concours CEAM ne comptent pas. Ça veut dire que ça vous prend un vœu, mais ça ne vous prend pas de sous-vœux. Vous êtes limité à 20 sous-vœux normalement, mais ça ne vous enlève pas les sous-vœux. Si vous mettez tous les sous-vœux du concours Sésame, c'est une soixantaine de sous-vœux au moins. OK? Et bah pourtant, ça vous comptera qu'un seul vœu, ça ne vous prendra pas de sous-vœux. Pareil pour le concours Access, où il y a moins de sous-vœux, mais c'est le même principe. La bonne pratique quand vous vous inscrivez, c'est de mettre toutes les écoles. Je vous explique pourquoi. Parce qu'au moment des entretiens, si jamais vous souhaitez, euh, si jamais par exemple, imaginons que vous mettez toutes les écoles pour le concours Sésame, vous êtes admissible à l'ESSEC, notamment. Quand vous prenez votre date pour l'oral de l'ESSEC, vous voyez que la seule date qu'ils vous propose, c'est le 3 mai, hyper tôt dans les oraux. Peut-être que vous serez content de mettre une école qui vous intéresse moins. Par exemple, je sais pas, peut-être que vous avez une possibilité de mettre un oral pour PSB le 2, le 2 mai. Bah, peut-être que vous serez content de passer un entretien à PSB, même si vous en foutez de PSB. Vous serez peut-être content de passer un entretien à PSB, juste pour vous entraîner, pour vous mettre dans les conditions réelles. Et comme ça, quand vous allez à l'ESSEC, vous avez déjà fait un vrai entretien, même si c'était pour une école qui ne vous intéresse pas. Donc la bonne pratique, vous mettez tous les vœux quand vous vous inscrivez. OK? Le 15 mars, vous allez pouvoir tester la plateforme Sésame. C'est un test il vous demande de réserver 2 heures, mais ça va durer à peu près entre une demi-heure et 45 minutes. Vous allez tester la plateforme le 26 mars et le 2 avril pour Access. Ils appellent ça concours blanc, mais en fait, ça va durer 1 heure. OK? Ils vous prennent une page plus large, mais en fait, vous pouvez vous connecter quand vous voulez, ça vous prendra 1 heure. Il y aura 3 questions dans chaque matière. C'est vraiment pour prendre en main la plateforme. C'est important de le faire. Et c'est pour vérifier aussi si vous n'avez pas de bug. L'année dernière, il y a eu beaucoup de bugs sur la plateforme de Sésame. Test oui. Et donc, du coup, la bonne pratique pour ne pas avoir de bug, c'est de mettre à jour la plateforme juste avant les concours. OK? D'autres choses importantes à faire, c'est que si vous pouvez passer le concours sur PC, et si vous le faites passer sur Mac, il faut télécharger Google Chrome. Vous ne pouvez pas le faire avec Safari, avec Mozilla et tout, ça ne marchera pas. Il faut que vous ayez Google Chrome pour pouvoir passer les concours. Les concours se passent à distance. Vous êtes surveillé en permanence pendant que vous passez les concours. Et il y a plein de mesures qui sont prises pour pas que vous trichiez. OK? Le 10 avril, vous avez les écrits du concours Access. Le 15 avril, les écrits du concours Sésame. 2 jours avant les écrits du concours Access, vous saurez si vous êtes grand admissible au concours Access. Les grands admissibles vont directement aux euros et ne passent pas les épreuves écrites. Vous serez au courant de ça seulement 2 jours avant. Donc ça veut dire que vous serez quand même obligé de vous préparer. L'année dernière, c'était la première année où ils faisaient les grands admissibles. Voilà, pour vous donner un petit peu un retour d'expérience. On avait préparé 80 étudiants au concours Access. Il y en a 4 qui ont été grands admissibles, 4 ou 5, je ne sais plus. Et c'était des gens à 17 de moyenne, à peu près. OK? À 17 et plus. OK? J'ai eu des étudiants à 17 de moyenne qui n'ont pas été grand admissibles. J'ai eu un étudiant dans les 16 de moyenne qui a été grand admissible. OK? Cet étudiant-là, il était dans la classe de quelqu'un qui avait 17, qui était un papa, qui lui ne l'a pas été. Donc, il doit y avoir une pondération aussi. Enfin, il était dans le même lycée, du moins. Il doit y avoir aussi une pondération en fonction des matières. OK? Euh, donc, vous passez les épreuves écrites en ligne d'Access et de Sésame. Et le 22 avril pour Access, le 29 avril pour Sésame, les résultats vont être publiés. Au moment où les résultats sont publiés, tout le monde se connecte en même temps sur les sites de Access et de Sésame. Donc, sur votre espace perso Access, sur votre espace perso Sésame, respectivement en fonction des concours. Et donc, du coup, tous les ans, les sites saturent. Et donc, du coup, si les résultats tombent à 16 heures, peut-être que vous arriverez à avoir vos résultats qu'à 23 heures. Et donc, au moment où vous pouvez voir les résultats et que vous allez choisir vos dates pour les oraux, c'est peut-être là où finalement vous n'aurez pas tellement de choix. À partir du moment où vous êtes admissible, vous êtes sûr qu'on vous proposera au moins un créneau, mais peut-être que vous n'aurez pas beaucoup de choix. C'est pour ça que je vous ai dit, ça vaut le coup de mettre des écoles qui vous intéressent moins, parce que si on vous propose des créneaux qui vous plaisent moyen pour des écoles qui vous intéressent le plus, bah, vous serez peut-être content d'avoir un entraînement gratuit dans une autre école qui vous intéresse moins avant. OK? Évidemment, la sélection elle se fait au moment des oraux. C'est-à-dire que si vous passez les 2 concours, hein, Accès Sésame par exemple,
et que vous êtes admissible partout, vous n'allez pas vous amuser à passer 25 entretiens, ou enfin 18 entretiens, ou 19 entretiens. Vous allez choisir les 5-6 écoles qui vous intéressent le plus et vous passerez les entretiens dans ces 5-6 écoles. OK? À ce stade-là de l'année, vous ne devez pas vous stresser pour les oraux. Les oraux, vous les préparerez après les épreuves écrites. Là, il faut se concentrer sur les épreuves écrites. OK? Et après les épreuves orales, vous aurez la publication des résultats qui se fera sur Parcoursup pour le coup, le 2 juin. Alors, je vais vous poser une petite question. C'est, est-ce que je ne suis pas trop rapide? Alors, si c'est trop rapide, vous mettez un petit pouce en dessous de trop rapide. Si c'est OK, vous pouvez mettre que c'est OK. OK, OK. Bon, je vois beaucoup de OK, c'est bien. Très bien. C'est bon, merci. Du coup, sur Parcoursup, quand vous allez postuler, vous allez devoir faire un projet personnel motivé pour chacun des concours. C'est une étape assez importante. Enfin, c'est pas hyper important, pardon. C'est pas hyper important, mais ça va rentrer dans votre dossier et au moment des oraux, on va le regarder, votre projet personnel motivé. Donc moi, quand je suis jury, quand on me ramène un dossier, je connais pas l'étudiant avant qu'il arrive, j'ai 5 minutes pour regarder son dossier, je peux voir ses notes, mais je vais voir surtout ses hobbies et sa lettre de motivation. Donc c'est important de remplir la partie centre d'intérêt et hobby pour le concours, et c'est important de faire une lettre de motivation pour chacun des concours. Honnêtement, pour Access Sésame, ça peut être quasiment même lettre de motivation que vous allez adapter. Et donc du coup, je vais quand même vous donner des informations sur comment faire votre lettre de motivation ou votre projet personnel motivé, c'est la même chose. OK? Donc pour le concours, vous avez une lettre qui doit faire 1500 caractères, ça ne peut pas faire plus. Espace compris. OK? Elle est commune à toutes les écoles du concours. Donc vous n'allez pas faire une lettre pour l'IESEG, une lettre pour l'ESCA, une lettre pour l'ESDES. Vous faites une lettre pour les 3 écoles. Et donc c'est important de s'adresser aux 3 écoles quand vous allez faire votre lettre. Heu, Ce document, il va vous servir à présenter votre projet perso, votre projet pro, pardon, et à montrer ce que vous allez pouvoir apporter à l'école. Et c'est important aussi que l'école, elle comprenne ce qu'elle, elle va pouvoir vous apporter, en fait. C'est réciproque. C'est-à-dire que si votre projet pro, il ne va pas avec ce qui est proposé dans l'école, bah, il y a un problème. Il faut qu'on vous montrer, enfin, faut montrer, pardon, que vous avez besoin de l'école. C'est pas très compliqué quand on est en terminale. Beaucoup de gens me demandent: «Ouais, mais bon, en terminale, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire». Alors, je vais peut-être pas me parler d'un projet pro. En fait, l'idée du projet pro, c'est pas d'expliquer ce que vous allez faire vraiment quand vous serez en école. C'est pas ça le but. On sait très bien que ce que vous allez dire, c'est pas forcément ce que vous allez faire. En fait, comment dire? Le fait de montrer que vous avez réfléchi à votre projet pro, c'est suffisant. Donc le fait de présenter un projet pro qui peut évoluer, bien évidemment, et qui va évoluer d'ailleurs, c'est suffisant pour nous parce que ça nous permet de savoir que vous vous êtes déjà bien posé la question de pourquoi vous voulez faire une école de commerce, en fait. Et ça, c'est un plus par rapport aux autres étudiants qui l'auront pas fait. Donc c'est important de défendre un petit peu un projet pro, un projet pro, enfin de présenter un projet pro. Et vous pouvez pas présenter non plus trop d'idées en même temps parce que vous avez que 1500 caractères. Donc vous prenez un axe et pas besoin de dire que c'est le rêve de votre vie, mais dites que vous serez intéressé par exemple par tel domaine, ok? Ou par tel secteur. Parce que ça montrera que vous êtes posé la question de pourquoi vous voulez faire une école de commerce. Un type de plan possible pour faire votre lettre de motivation, c'est de vous présenter en une phrase, de présenter votre projet pro et d'expliquer pourquoi vous avez besoin de faire une école de commerce, du coup, d'expliquer ce que l'école va vous apporter et de mettre ça en perspective, du coup, avec vos expériences, avec ce que vous avez déjà fait dans le passé, avec vos stages, avec votre expérience associative, avec vos centres d'intérêt, et montrer aussi ce qui va vous différencier des autres candidats et pourquoi, comment dire, les points, les traits importants de votre personnalité qui vous mettront en valeur. Une petite phrase de conclusion et on est bon. OK? Dans ce qui vous différencie des autres candidats, Heu, ça peut être plein de choses différentes. En tout cas, ce que je veux pas avoir, enfin ce que je vous recommande pas en tout cas, c'est de dire: «Je suis quelqu'un, qui travaille en équipe, qui est très sérieux et je sais pas moi, enfin j'ai l'esprit d'équipe, je suis sérieux et je suis, heu, j'en sais rien moi, et je suis quelqu'un de très logique», par exemple. C'est super, mais en fait, quand vous vous attribuez une qualité, donnez toujours un exemple derrière. Dites: «J'ai l'esprit d'équipe, j'ai été capitaine, de mon équipe de foot pendant, 3 ans». Ou alors, je sais pas moi, je suis quelqu'un, d'impliqué, voilà, je suis quelqu'un d'impliqué hem, dans la vie de mon école, j'ai été délégué les 5 dernières années, j'en sais rien, vous racontez ce que vous voulez. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que prenez toujours un exemple quand vous enfin, prenez toujours un exemple, en fait, quand vous vous attribuez une qualité. Donc du coup, ce que je me suis dit qui pouvait être intéressant,
Ce serait de vous montrer 3 lettres de motivation et de vous montrer à chaque fois ce qui est bien et ce qui est moins bien. OK? Comme ça, vous avez vraiment une idée de comment vous pouvez faire votre lettre de motivation et votre projet personnel motivé. Je vais essayer de pas passer trop de temps dessus parce qu'il y a d'autres choses que je dois vous présenter derrière et bah, let's go alors. Du coup, première lettre de motivation, hem, c'est un étudiant, je les ai anonymisés, hein, c'est des étudiants de la prépa qui les ont faites, c'était des lettres de l'année dernière. Madame, monsieur, attiré par le développement durable en parallèle du lycée X, je suis une formation à l'école du climat qui complète parfaitement mes spécialités SES, anglais et option droit et enjeux contemporains. Enjeux du monde contemporain. Déjà, premier truc qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il veut travailler dans le développement durable, ça l'intéresse et il dit en même temps, dans la même phrase, qu'il fait l'école du climat. Parfait. OK. C'est vrai que ça va bien avec ses spé et notamment avec euh, option droit et enjeux du monde contemporain. Je souhaite intégrer une école de commerce convaincu que l'économie et l'écologie vont de pair et que la technologie utilisée à bon escient permettra de réconcilier les deux. Ça, c'est une grande phrase un peu pompeuse, c'est une belle phrase. Je ne sais pas si ça en dit beaucoup sur lui, mais ça prend de la place. Ok. Après, il dit il ne peut pas y avoir d'entreprise gagnante dans un monde perdant. En fait, le seul truc qui est intéressant, c'est que ça montre quand même un petit peu ses valeurs à l'étudiant. Ok. Mais par contre, je trouve que ça fait beaucoup de phrases, enfin beaucoup de mots pour pas dire grand-chose sur lui. En investissant davantage dans les entreprises responsables, nous pouvons construire un monde meilleur. En tant que citoyen du monde, j'ai un rôle à jouer dans la préservation de la planète. En fait, ça montre quand même un trait de sa personnalité, ça montre ses valeurs, mais voilà, je pense que c'est une partie qui n'est pas ultra efficace non plus. Ok. Les écoles du concours Sésame que j'ai sélectionnées répondent à mes critères d'exigence en matière de formation, d'ouverture internationale ou encore d'employabilité et s'inscrivent dans une démarche responsable et durable. Très bien. Donc, il montre que les écoles auxquelles il a postulé, c'est des écoles qui sont en adéquation avec ses valeurs et avec son projet. La rencontre de vos étudiants et professeurs au JPO lors des salons et journées d'immersion ont renforcé ma forte motivation à rejoindre un programme sélectif, à m'investir pleinement dans les échanges internationaux, à intégrer la vie associative. Ça, c'est très intéressant parce qu'il montre qu'il a vraiment réfléchi aux écoles auxquelles il voulait aller, qu'il s'est investi. Et donc, du coup, on va lui poser des questions à l'entretien sur quel JPO il a fait, etc. Et s'il n'a pas fait la JPO de votre école, c'est pas grave, mais ça montre quand même que le projet est réfléchi. Et il a bien parlé, en fait, des différents éléments importants de la vie de l'école, qui sont la vie associative, qui sont les échanges, etc. Je suis sérieux, volontaire et sociable. Je sais créer de la cohésion en groupe. Sportif, je joue en équipe et j'ai à cœur la réussite collective. En fait, ce qui aurait été intéressant, encore plus intéressant, c'est qu'il nous parle des différents sports qu'il pratique. OK? Et à la fin, il dit: «M'accueillir au sein de votre école, c'est faire le choix d'un étudiant ESG, engagé, sérieux et génial». Ça, c'est marrant, c'est un peu risqué, mais je me dis enfin, moi, en tant que jury, je vois ça, je me dis: «Bon, c'est lui qui a écrit sa lettre, ça, c'est sûr». C'est très mignon, en fait, d'écrire ça. Après, c'est un peu risqué, c'est pas le ton d'une lettre de motivation normale. Après, bon, c'est des étudiants de 17 ans, je me dis: «Au moins, c'est lui qui l'a écrit». Je vous recommande pas spécialement de faire ça, mais bon, voilà. Honnêtement, c'est intéressant, mais bon, c'est osé, disons, de faire ça. Petite phrase de conclusion. Deuxième lettre de motivation. Madame, monsieur, actuellement en terminale spé maths et SES au lycée machin, je souhaite intégrer à la rentrée prochaine votre prestigieuse école de commerce. Déjà, problème, la personne à une seule école, et il faut dire une de vos prestigieuses écoles de commerce, parce qu'en fait, la personne qui va lire sa lettre dans un premier temps, ça va être le concours Sésame ou concours Access. Ça va pas être directement les gens d'une école. Et donc, en fait, on sait que la lettre, elle est censée s'adresser à plusieurs écoles, donc c'est bizarre de dire votre prestigieuse école de commerce à cet endroit-là. Heu, Après, je trouve que même le mot prestigieuse, il est inutile. Il fait perdre des caractères pour rien. Donc c'est une fille très curieuse de l'actualité et des enjeux contemporains. J'aimerais découvrir de nouvelles matières comme le marketing, le management ou la gestion. Donc c'est bien, elle parle des matières qu'on voit en école. Vos enseignements de qualité et votre encadrement pédagogique me conviendront parfaitement. Écoute, elle sait même pas c'est quoi l'école qu'elle va intégrer. Par contre, c'est bien de dire que, elle a choisi des écoles, pour, leur qualité d'enseignement et leur encadrement pédagogique. Pourquoi pas, à la limite? J'ai le projet de m'orienter vers le marketing digital dans l'univers du luxe, secteur passionnant que j'ai découvert lors d'un stage. Ça aurait été même presque intéressant qu'elle nous dise un stage où en fait, même si elle a pu en parler à d'autres endroits dans son dossier, évidemment. Euh, Elle est très précise en disant le marketing digital et l'univers du luxe. Un des deux, ça aurait pu suffire. Mais bon, si elle sait précisément ce qu'elle veut faire, pourquoi pas. Élève sérieuse, volontaire et ambitieuse, je m'adapte très facilement à mon environnement et je suis prête à m'investir avec assiduité dans cette formation d'excellence. J'aurais préféré qu'elle donne un exemple pour expliquer ça, parce que n'importe qui pourrait dire ça. Je souhaite évoluer vers une carrière à l'international car j'ai la chance d'être trilingue, ça c'est génial.
Je sais que vous offrez de belles opportunités, encore une fois, ça dépend de l'école, de partir réaliser des stages à l'étranger ou étudier en partenariat avec des universités de renommée, ce qui est vrai. La vie associative de votre école est riche et variée. Encore une fois, ça dépend de l'école, mais en gros, elle peut très bien dire qu'elle veut une école avec une vie associative qui est riche et variée. Je souhaite y participer activement, notamment dans le domaine de la mode qui me passionne. J'aimerais beaucoup organiser un défilé au sein de l'école. Pourquoi pas? En réalité, c'est intéressant de montrer ce qu'elle peut, elle, apporter à l'école. J'espère faire partie de la promotion l'an prochain, etc. Dernière lettre. Élève de terminale au lycée X, section européenne, machin, mes amis et mes proches disent de moi que je suis de nature entreprenante, positive et bienveillante. Ça, c'est non. On dit je suis de nature entreprenante, positive et bienveillante. Mes amis et mes proches disent de moi, c'est trop long, ça sert à rien. Il faut être assertif aussi, montrer qu'on sait qui on est. Je suis à la fois rationnelle, organisée et créative. J'aime concevoir et réaliser et suis passionnée par la mode. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle dit je suis rationnelle, organisée et créative. Et après, elle dit qu'elle aime concevoir et réaliser et qu'elle est passionnée par la mode. Là, on voit le lien entre les deux. Elle a vécu X années en Asie, donc ça c'est bien, et voyagé dans plus de 15 pays sur tous les continents, pourquoi pas. Ces expériences internationales et découvertes m'ont ouverte aux cultures, aux langues et aux autres. Très bien. Elles sont pour moi une source d'inspiration dans mes activités, notamment créatives, le travail en groupe et mes relations aux autres. Encore une fois, elle reparle de ses activités créatives, ça va bien avec sa passion pour la mode, et elle nous en avait déjà parlé avant, donc c'est très bien. Mon projet s'appuie sur ma personnalité, mes goûts et mes expériences, donc c'est réfléchi. Intégrer une école de commerce avec une réelle et forte ouverture internationale et des options marketing variées. Aujourd'hui bilingue anglais, très bien. Mon objectif est de travailler à l'international dans le domaine business marketing ou dans le secteur de la mode et du luxe. Ça se répète par rapport à ce qu'elle a dit avant. Après m'être consciencieusement documenté et avoir échangé avec élèves et enseignants, salon, plaquettes, web, je vous ai déjà dit que c'était pas mal ça. Les écoles des concours Access correspondent parfaitement à mes attentes pour construire et réaliser mon projet. Et là, elle est très très forte parce qu'elle dit English Track, stage en échange, double diplôme, etc. Elle montre qu'elle a vraiment creusé les programmes. Après ou en parallèle de l'école, je souhaiterais suivre les enseignements d'un master spécialisé, etc. Je trouve qu'elle se projette un peu loin en faisant ça, parce qu'on pourrait lui dire pourquoi tu ne fais pas une école de mode? Même si en réalité, les formations de commerce peuvent être plus prestigieuses que les écoles de mode, en réalité. Donc il y a plein de raisons pour le faire. Mais voilà, en tout cas, il y avait quand même pas mal de parties intéressantes dans cette lettre. Ok, donc maintenant qu'on a parlé de comment se mettre en valeur sur la lettre de motivation, ça c'est un truc que vous pouvez faire vite, et donc du coup, même si vous êtes en retard, vous pouvez faire une belle lettre, pour le coup. Euh, on va parler maintenant des matières. Et donc du coup, plus que m'attarder sur le format des différentes matières, parce que sinon ça serait peut-être un peu trop long, ce que je vous propose, c'est que je vous donne pour chaque matière quand même des conseils. Ok? Alors, la première chose, c'est que vous avez des tests de langue pour accéder pour Sésame. Juste pour vous dire, nous, avec Prépa Campus, la seule matière qu'on ne prépare pas avec les étudiants, c'est la LV2 du concours Sésame. Parce que souvent, c'est des petits coefficients, mais c'est surtout, principalement, parce qu'en fait, il y a 10 LV2 différentes et qu'en fait, on n'a pas des profs d'arabe, d'hébreu et de chinois et de russe. OK? Donc, du coup, on traite tout sauf la LV2. Premier conseil que je vous donne, si vous êtes bilingue dans une langue, dans ce cas-là, vous avez la possibilité pour Sésame, au concours Sésame, de faire en sorte que votre LVB, votre deuxième langue, ça devienne votre LVA. Ça veut dire que vous aurez le même test d'anglais que les autres, mais il comptera beaucoup moins. Et votre LVA, donc qui serait votre langue que vous parlez très bien, elle aura un très gros coefficient. Donc par exemple, je parlais avec un étudiant hier qui me disait qu'il était bilingue espagnol. Et ben dans ce cas-là, mettons un espagnol en LVA et anglais en LV2. Il me dit, mais je fais allemand au lycée. Mais on s'en fout qu'il fasse allemand au lycée. Au concours, il choisit les langues qu'il veut. En fait, il n'a pas mis espagnol au lycée, il est bilingue déjà. C'est sa langue maternelle. Enfin, ses parents lui parlent en espagnol. OK? Première chose. Deuxième chose, quand vous préparez les concours Access Sésame, c'est le même programme en anglais quasiment, mais c'est pas le même format. Ok. Au concours Access, il faut aller très très vite sur les questions. Au concours Sésame, vous avez plus le temps de réfléchir. Les questions, ce qui tombe le plus souvent au concours, concours Access et Sésame, ça va être énormément de questions de grammaire. Il y aura beaucoup aussi de questions sur les connecteurs logiques. Il y aura des questions sur les verbes irréguliers. Il y aura des questions sur les auxiliaires à utiliser, les différents auxiliaires. Il y aura des questions sur la concordance des temps. Les nombres, comment on écrit les nombres en anglais, enfin comment on les conjugue aussi d'ailleurs. Euh, il y aura aussi tout ce qui est pardon, tous les comparatifs, les superlatifs, ça tombe souvent. C'est un peu le programme, ok? Vous allez aussi avoir de la compréhension de texte, aussi bien au concours Access qu'au concours Sésame. Et au concours Sésame, vous avez juste un petit truc en plus, vous pouvez avoir quelques questions de culture générale liées au monde anglo-saxon. Ok?
Mais donc, du coup, ça se prépare vraiment ensemble, ça se prépare de la même manière. Les langues pour accès, c'est pour Sésame. Juste, faut s'entraîner aux deux formats. OK? Je réfléchis si je vous montre ça ou pas, hein. Non. OK. Si vous avez des questions dessus, on pourra en reparler. Moi, je peux vous montrer un petit truc peut-être rapidement. Euh, En fait, pour les étudiants, tous les étudiants qui font la prépa avec nous, on leur partage aussi une plateforme euh, qui s'appelle School, sur laquelle on peut travailler. Pour l'anglais, hop. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les sujets qui tombaient, on a fait une partie courte, ok, donc qui durera un quart d'heure là, avec à chaque fois une fiche d'exercice avec les solutions de l'exercice et la correction vidéo. En fait, on a fait ça pour tout, futur, pronom possessif, etc. Et donc les étudiants qui travaillent avec nous, ils ont accès à tout ça. Et en fait, ils peuvent s'entraîner chez eux sur toutes les choses sur lesquelles ils ont des difficultés pour travailler ça. Et ensuite, les annales corrigées, bien évidemment. Ok. Il y a ça dans toutes les matières avec des fiches de révision, etc. Et donc, du coup, là, je fais des filtres de programme, en réalité. Sinon, il y a tout qui est sous forme de petites vidéos aussi. Donc, évidemment, on fait des cours aussi pour les étudiants, mais ça, en dehors des cours, s'ils veulent travailler sur certains points en particulier, eh ben, il y a des exercices par thème, en fait. Et il y a des sujets complets corrigés. Ok. Ensuite, les épreuves écrites, il y a l'épreuve de synthèse ou d'analyse documentaire pour Sésame. Ces deux épreuves qui sont différentes, juste je vous en parle rapidement. La synthèse de documents au concours Access, on vous donne une douzaine de documents et vous devez rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%, donc entre 315 et 385 mots. En fait, pour la synthèse de documents, tout est une question de méthodologie. Ok. Mes conseils, c'est faut passer à peu près 1 heure à lire des documents et à les ficher. Ensuite, il faut passer à peu près 1 heure, je vous schématise ça, pour réussir à faire un plan qui est très détaillé. Ok. Donc, dans votre plan détaillé, il faut reprendre, en fait, à chaque fois, pour chaque idée que vous allez présenter, il faut donner un exemple du texte. Ok. Et ensuite, vous avez le temps de faire une demi-heure, trois quarts d'heure pour la rédaction. Mais avec le plan détaillé, ça va vite. Et ensuite, il faut regarder au moins 15 minutes pour la relecture. Ok. Donc ça, pareil, on travaille avec les étudiants. C'est un peu compliqué voilà, d'en parler en 2 minutes comme ça. Mais c'est ça l'idée qu'il faut avoir. Le timing que je vous ai donné, c'est un timing que vous pouvez respecter pour vos entraînements. Ça vous aidera déjà. Ok. Pour Sésame, pour l'analyse documentaire, vous avez que 2 heures. C'est hyper court. Vous allez avoir plutôt une trentaine de documents. Une vingtaine de documents écrits, une dizaine d'images, d'infographies, etc. C'est un QCM, le concours. Et donc, pareil, on va parler, je peux vous donner quelques conseils méthodologiques rapidement. 2 heures, c'est hyper court, il y a 50 pages de documents. OK? Lors du concours, vous allez avoir les questions d'un côté et les textes sur une autre partie de l'écran. OK? Les questions sont sous la forme de QCM. Il y a trois types de questions. Les questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Les questions de repérage, c'est des informations que vous allez trouver directement dans les textes. Ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous recevez les textes directement, vous regardez vous allez avoir pour le concours Sésame, chose que vous n'avez pas accès, vous avez un sommaire qui vous parle de tous les textes et vous avez la bibliographie tout à la fin. Regardez le sommaire, regardez la bibliographie et après, quand vous allez aux questions d'analyse, aux questions de repérage, pardon, regardez en fonction de la question, vous regardez dans le sommaire dans quels documents peuvent être les réponses. Allez, 3 fois sur 4, vous allez pouvoir trouver des documents comme ça. OK? Et donc ensuite, quand vous ferez votre lecture, vous saurez: «Ah attention, là, il y a une question de repérage» et vous devez répondre à ce moment-là. Pour les questions d'analyse, il y a plusieurs réponses qui sont correctes. Donc en gros, vous pouvez trouver les réponses dans plusieurs documents. Pareil, en regardant les questions, enfin ce que je vous conseille de faire, pardon, c'est de prendre 1 heure pour lire les documents, répondre aux questions de repérage. Et ensuite, vous avez déjà lu hein, au préalable les questions d'analyse. Et ensuite, vous gardez une demi-heure pour répondre aux questions d'analyse. Ça vaut beaucoup de points. Et donc, c'est important de ne pas se tromper et de prendre le temps de bien y répondre. Il y a plusieurs réponses correctes. Donc, imaginons il y a 3 bonnes réponses juste pour une question. Si vous mettez 3 réponses, vous avez 100% des points. Vous mettez 2 réponses sur 3, vous avez 2 tiers des points. Si vous mettez 3 réponses justes et une réponse fausse, vous avez 0 points. OK? Donc, à partir du moment où vous avez une réponse fausse, vous perdez tous vos points. Donc, faites attention à ça. Donc, deuxième conseil sur l'analyse documentaire. Pour la partie analyse, vous répondez que si vous êtes sûr de votre réponse. Vaut mieux oublier de mettre une bonne réponse que de mettre une réponse fausse. Et après, vous avez la partie synthèse de document où la synthèse est rédigée pour vous. Et ensuite, vous allez pouvoir compléter la synthèse avec des propositions qui vous sont faites. C'est encore sous le format d'un QCM. Ma recommandation, c'est qu'en fait, quand vous commencez votre épreuve de synthèse, vous regardez tout de suite, comme je vous ai dit, le résumé, etc. Et ensuite, vous allez aux questions de synthèse, vous essayez de répondre directement aux questions de synthèse sans avoir lu les documents. Et une fois que vous avez lu les documents et que vous avez répondu aux questions de repérage et d'analyse,
Là, ensuite, vous retournez sur votre synthèse et là, vous changez vos réponses. En fait, juste en regardant la cohérence textuelle, etc., enfin la cohérence textuelle déjà, vous pouvez éliminer des réponses. OK? Et le fait de lire la synthèse en début, ça vous permet de savoir ce que vous cherchez aussi, et ça vous permet de comprendre de quoi vont parler les documents et comment sont structurés les textes. OK? Donc le but, c'est pas de mettre toutes les bonnes réponses avant d'avoir vraiment lu les documents, mais le but, c'est vraiment d'avoir une compréhension des documents avant d'avoir mis le nez dedans. OK? Et donc pour avoir une lecture rapide, vous pouvez pas tout lire. Vous devez lire le début des paragraphes et les fins des paragraphes. OK? Et si vous voyez quelque chose d'intéressant, par exemple une réponse à une question, là, vous lisez ce qu'il y a au milieu. OK? Donc voilà, c'était petits conseils méthodologiques pour l'analyse documentaire. Ça n'a rien à voir avec la synthèse, je les ai mis dans la même slide juste pour gagner de la place. Ensuite, pour le concours Access, la partie raisonnement logique et mathématique, c'est la partie la plus importante pour le concours Access parce que c'est 45% de la note pour Sésame, pour IESEG et l'ESCA, qui sont les deux plus grosses écoles. OK? Vous avez 3 heures pour répondre, 2 parties, etc. Euh, Ça, c'est vrai pour ce que je vais vous dire pour à la fois l'anglais et à la fois la partie raisonnement logique et mathématique. Pour chaque question que vous avez au concours Access, vous avez 4 propositions qui vous sont proposées. A, B, C, D. À chaque fois, il faut dire si c'est vrai ou faux. Si vous vous trompez dans votre vrai-faux, si vous mettez vrai alors que c'était faux, vous allez perdre des points. OK? Si vous mettez rien, vous allez perdre des points, mais moins de points. OK? Donc imaginons vous perdez 1 quand vous répondez faux, vous perdez 0,5 quand vous répondez pas. Si vous répondez aux questions A, B, C et D, OK? Et que vous avez 3 de juste et la quatrième, vous savez pas. Et bah, c'est important de quand même répondre parce que si vous avez bon aux 4 réponses, vous avez un bonus de plus 1,25. OK? Ce qui fait que le bonus, en fait, il est plus important que la pénalité. Il va compenser la pénalité. Donc, vous avez intérêt, en fait, à prendre le risque de répondre quand vous avez 3 réponses justes sur la quatrième proposition. OK? Voilà, à titre d'information. Pour la partie raisonnement logique, maths problème, c'est moi le prof hein, dans la prépa. Honnêtement, pour la partie raisonnement logique la partie raisonnement logique, en réfléchissant et en ayant des connaissances de terminale, vous pouvez répondre aux questions la plupart du temps. Le seul truc, c'est que il y a grave des techniques, il y a plein de techniques qui vous permettent de répondre beaucoup plus vite aux questions. Là, je vous ai mis un exemple de question, j'ai fait exprès de choisir celle-là. C'est un truc qui tombe quasiment tous les ans, ça s'appelle les diagrammes, c'est les diagrammes de Venn, la méthode. Vous pouvez le faire sans savoir ce que c'est un diagramme de Venn, sauf que si je vous explique ce que c'est, vous allez le faire en 6 minutes au lieu d'un quart d'heure. Donc chez vous, je vais vous envoyer les slides. Si vous voulez le faire chez vous, vous allez voir combien de temps vous allez mettre à répondre aux questions. Avec la bonne technique, vous allez mettre entre 6 et 8 minutes sans problème. OK? Après 6 minutes. Vous avez 8 minutes par question en vrai, normalement. Moi, je le fais en 4 minutes. Un étudiant, il le fait en 6, 7, 8 minutes aussi, il est lent. OK? Avec la bonne méthode. Et donc, il y a plein de méthodes que j'apprends aux étudiants, les logigrammes, par exemple, aussi, qui ne sont pas du tout au programme et qui vous permettent de répondre à plein de questions de manière beaucoup plus facile, qui tombent tous les ans, quasiment. Et donc, on travaille tout ça. En maths, ça va être le programme des maths complémentaires, sauf les suites. Et il y a beaucoup de questions sur les fonctions, les exponentielles et les logarithmes. Faut savoir ce que c'est un point critique, un point d'inflexion, l'équation d'une tangente. C'est important. Après, vous avez aussi des probas, lois binomiales, etc. Mais bon, ça, je vous dis vraiment le truc le b.a.-ba qu'il faut connaître. Et donc, comme je vous dis, donc fonction, dérivée, point critique, point d'inflexion, tableau de variation, domaine de définition, c'est les fonctions quoi. Et, équation d'une tangente. Ça, c'est vraiment obligatoire de bien maîtriser ça. Niveau calculatoire, c'est un peu plus dur qu'au lycée, mais par contre, il n'y a pas de rédaction. Et le problème, en fait, ça, c'est assez particulier parce qu'on va vous présenter des notions qui ne sont pas au programme, on va vous expliquer comment les utiliser, et ensuite, bah, ça sera à vous d'appliquer ce qu'on vous a expliqué dans le problème et donc d'appliquer la méthode qu'on vous expliquait et d'interpréter les résultats. OK? Donc ça, moi, quand je prépare des étudiants pour des problèmes, ce que je fais, c'est que j'essaie pas de deviner ce qui va tomber, j'essaie de les habituer à la démarche intellectuelle qui est d'appliquer une méthode qu'on vous explique sur le moment. Et une fois qu'on l'a fait 3, 4, 5 fois, à la fin, on arrive à le refaire pour n'importe quel problème. Et je les entraîne sur des problèmes niveau Access et aussi sur des problèmes un peu plus compliqués parfois, juste pour si ils arrivent à faire ces problèmes compliqués, je sais qu'ils vont réussir sur le concours. Pour Sésame, les maths de Sésame, ça n'a rien à voir avec les maths d'Access. C'est niveau. Enfin, c'est pas niveau, pardon. Ça s'arrête au programme de seconde. Par contre, c'est des petites casse-têtes à répondre en 2 minutes et avec de la réflexion. OK? Euh, Il faut être à l'aise avec les règles de calcul, il faut être à l'aise avec euh, les bases sur les fonctions. Il faut être à l'aise avec pourcentage taux de variation. Il y a toujours des questions faciles sur ça et vous allez avoir gratté des points.
Après, il y a des questions de raisonnement. Ça, il y a des techniques pareilles, mais bon, ça, évidemment, si vous ne les avez pas vues, vous pouvez y arriver, mais ça va être plus compliqué. Et sinon, révisez aussi vos règles de géométrie. Ok? Donc, en règle de géométrie, périmètre, aire, volume. Vous pouvez réviser aussi théorème de Pythagore de Thalès. Vous pouvez réviser un petit peu les vecteurs aussi d'ailleurs. Vous pouvez réviser, même si ça tombe un petit peu, mais pas beaucoup. Vous pouvez réviser les conversions d'unités. Ok? Vous voyez, c'est le truc de base. Vous avez que 2 minutes et c'est évidemment pas si simple que ça. En français, vous allez avoir des questions sur les accords des verbes après l'auxiliaire être et avoir. Pour l'auxiliaire être, il y a un piège sur les verbes pronominaux réfléchis et réciproques. Pour l'auxiliaire avoir, bah, c'est la base. Ensuite, vous allez avoir donc, des questions d'orthographe, des questions de grammaire en général. Et vous allez avoir aussi des questions sur les courants littéraires et hem, les figures de style. OK? Les compétences digitales, c'est un peu sur le même programme que la certification PIX. Il faut Je vous donne quelques conseils rapidement de choses à maîtriser. Maîtriser les formules sur Excel et les fonctions un peu avancées de Word. Savoir comment protéger votre environnement numérique. Savoir ce que sont les différents types d'attaques, hein, dont vous pouvez être victime, sur, votre ordinateur. Heu, hem, Comprendre les règles de respect aussi en ligne, hein, évidemment. Et sinon, grosse partie sur les algorithmes. Savoir faire des algorithmes. Algorithme, programme, c'est, les conditions si, les boucles pour, les boucles tant que. Et quoi d'autre? Je vous livre plein d'informations, hein. Je suis désolé, ça fait beaucoup, mais vous aurez l'enregistrement. Donc là, vous pourrez le montrer, à vos enfants sans problème, si jamais vous êtes des parents, et si vous êtes un étudiant, vous pourrez revoir ça au ralenti, OK? Mais je vous dis tout ce qu'il y a à faire, comme ça, vous gagnez du temps. Enfin, je vous dis, des choses importantes, du moins. J'essaie de vous faire gagner du temps. Aussi les bases sur les bases de données, c'est important. Les bases de données, savoir ce que c'est une base de données relationnelle. Une clé primaire et cetera, une clé étrangère, voilà. OK, je vous ai mis un exemple de question que vous pouvez faire de maths pour le concours, Sésame. C'est le genre de truc que je travaille avec les étudiants, parce que c'est moi qui donne les cours de maths, comme je vous ai dit. Par exemple, là, c'est la vitesse moyenne d'un bus, à l'aller, c'est 25 km/h, au retour, c'est 100 km/h. Quelle est la vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? 90 des étudiants, ils font 25 plus 100 divisé par 2, 62,5 km/h. Ce qui est la vitesse moyenne si on roule 1 heure à 25 km/h et 1 heure à 100 km/h. Comme c'est un trajet aller-retour et que si j'étais à 25 km/h à l'aller, j'étais plus lent. C'est 4 fois moins rapide, 25 km/h que 100 km/h, donc j'ai mis 4 fois plus de temps à l'aller qu'au retour. Donc si je mets 1 heure au retour, je mets 4 heures à l'aller. Donc en fait, j'aurais mis 5 heures, enfin l'aller-retour, et j'aurais fait 100 km au retour, 100 km à l'aller, j'aurais fait 200 km en 5 heures, j'ai fait du 40 km/h, réponse A. Je l'ai fait hyper vite, mais bon, comment dire? Je l'ai très mal expliqué, mais bon, c'est juste pour vous expliquer c'est quoi, l'idée qu'il y a derrière. Et dernière épreuve, c'est les enjeux contemporains pour le concours Sésame. C'est sur les actualités, les 10 mois avant le concours. OK? Donc ça, actuellement, par exemple, nos étudiants, nous, on les prépare sur 8 cours. Il y a 5 cours qui sont déjà passés, qui ont été enregistrés. Et il y a 3 cours qui vont avoir lieu. Et le dernier cours, il aura lieu fin mars. C'est impossible de travailler ça bien sur un stage intensif, hein, pendant les vacances scolaires. Il faut travailler ça en terminant juste avant les concours, quand ils arrêtent les programmes. Tous les ans, on couvre à peu près 75 à 80% du programme d'enjeux contemporains. C'est impossible de tout couvrir. Et ça vous servira aussi pour les oraux d'Access par ailleurs. OK? Du coup, voilà, si on fait un résumé des différentes matières, ça nous donne ça. En anglais, 50 questions et 4 sous-questions plus QCM, 25 QCM en 1 heure. C'est très, 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 court. OK? Synthèse de documents, 3 heures. Ça, pour le coup, on a le temps. Et en maths, 15 questions et 4 sous-questions en 2 heures. Et les 3 parties dont je vous ai parlé. Pour le concours Sésame, enjeux contemporains, maths, compétences digitales, français, anglais, LV2, analyse documentaire. OK? Pour vous préparer seul au concours. Alors, l'application concours Sésame, elle est bien. Juste, il y a pas assez de questions, mais ça vous faites ça dans votre lit, c'est un bon entraînement et c'est bien, OK? Les explications, elles sont claires. Le seul truc, c'est que vous faites un test de maths, il y a 10 questions, vous refaites un test de maths 2 minutes après, il y a 4 questions que vous allez retrouver sur les 10 ou 3 questions. Allez, donc ça manque cruellement de questions et mais c'est une bonne base pour se préparer. Sur le site, du concours Access, malheureusement, il y a pas de plateforme pour Access, pardon. Par contre, vous pouvez télécharger les annales sur le site, c'est bien de les faire quand vous êtes prêt. Il y a pas de correction détaillée, il faut faire attention.
En 2021, le programme de maths a changé, ce qui fait qu'avant 2021, il y a il y a des exercices de maths qui sont plus au programme. Donc, ça sert à rien de vous entraîner dessus. Il y a des livres qui existent pour vous entraîner aussi. Grand manuel du concours Sésame, grand manuel du concours Access. C'est pas du tout à jour, mais la partie cours, elle peut un peu vous aider. Ça peut être utile pour l'anglais aussi. Ok? Si vous travaillez avec nous, vous n'avez pas du tout besoin d'acheter les livres, hein, évidemment. Notre plateforme est 1000 fois plus à jour. Donc, du coup, juste pour vous présenter rapidement notre plateforme, qui est en complément en fait, hein, de notre préparation, hein, ça fait partie de la préparation, en fait, le fait d'avoir accès à la plateforme. Ça ressemble à ça. Vous avez les différents cours, maths, français, compétences digitales, etc. Vous avez aussi des replays de cours qu'on a donnés en live, analyse documentaire en jeu contemporain, etc. Et donc, pour chaque cours, vous avez une partie cours avec une vidéo et, et des slides, hein, euh, un support, en fait, ok, sur lequel vous pouvez travailler. Vous avez des fiches d'exercices pour chaque thème avec des corrections PDF. Donc, par exemple, vous avez l'énoncé, vous avez la correction en PDF avec juste les bonnes réponses. Et ensuite, si vous voulez avoir la correction détaillée, vous l'avez en vidéo. Et quand vous lancez la vidéo, alors, si vous la mettez en plein écran, vous voyez, on vous séquence, hein, les exercices pour que vous sachiez voilà, dans quel exercice vous êtes, pour trouver facilement les réponses. OK? Etc. Donc on fait ça pour toutes les matières, et comme ça c'est un vrai support pour vous entraîner, c'est en plus de nos cours. Et ça fait partie, évidemment, ceux qui se préparent avec nous, ils ont accès à ça directement. Donc le contenu réservé aux étudiants, c'est la plateforme Access Sésame, avec des vidéos de cours, les exercices corrigés en PDF, etc. Et donc du coup, vous avez aussi des comptes Insta que vous pouvez suivre, hein, qui peuvent vous aider pour réviser. BBC Learning English, c'est pas mal pour l'anglais. Vous allez apprendre des choses qui peuvent vraiment vous servir pour les concours. Pour les actualités, Hugo Décrypte, c'est bien. Sinon, il y a le podcast L'heure du monde qui est pas mal aussi. Sinon, pour le raisonnement, alors, c'est plus, il y a j'avais donné plein d'astuces en ligne sur Insta il y a un an et demi. J'ai arrêté de mettre à jour l'Insta de Prépa Campus parce que j'aime pas ça, et parce que ça prend trop de temps. Mais, mais par contre, il y a plein de trucs, vraiment plein de contenus très utiles, enfin, qui peuvent vous aider. Et sinon, il y a la chaîne YouTube Ad Academy où vous pouvez apprendre des choses qui peuvent être utiles. Ils ne sont pas spécialisés pour les concours, mais par contre, il y a quelques techniques que vous pouvez vraiment réutiliser lors des concours. Et donc, du coup, si vous êtes retardataire et que vous voulez vous préparer avec nous, pour Sésame, voici la préparation qu'on vous propose, hein. C'est une préparation sur les week-ends. Donc, pour Sésame, c'est tous les dimanches de mars. Vous allez avoir 6 heures de cours par jour, donc de 9h à 11h, 11h15, 13h15, 14h30, 16h30. Et vous avez un week-end de révision le 12-13 avril, pardon, donc juste avant le concours, avec 6 heures de cours par jour. Et vous avez les cours d'enjeux contemporains dont je vous ai parlé, accès aux cours d'enjeux contemporains, au replay. Vous avez évidemment aussi accès à notre plateforme. Si vous voulez faire un concours blanc le samedi 15 mars et faire la correction le samedi 22 mars, vous pouvez le faire en supplément. Vous n'aurez pas eu le temps de faire tout votre programme, hein, pas du tout, mais par contre, ça vous permettra de vraiment vous entraîner au format de l'épreuve. OK? Pour Access, c'est la même chose, sauf que c'est les samedis au lieu que ce soit les dimanches. Et le week-end de révision, c'est le week-end d'avant, c'est juste avant Access. Vous avez 7 heures de cours par jour au week-end de révision parce que ça correspond mieux pour les matières. Pareil, vous pouvez faire le concours blanc en option, et ça va être les dimanches cette fois-ci. Et si vous faites Access Sésame, c'est 6 heures par jour le samedi, 4 heures par jour le dimanche, ou c'est possible de faire le contraire, 4 heures par jour le samedi, 6 heures par jour le dimanche. OK? Vous avez les enjeux contemporains. En fait, c'est juste l'anglais, on ne le fait pas deux fois, ça sert à rien de le faire deux fois. Donc c'est pour ça que vous ne faites pas 6 heures par jour et 6 heures par jour. Et vous avez aussi le week-end de révision Access ou week-end de révision Sésame. Vous ne pouvez pas faire les concours blancs qui sont en option parce qu'en fait, vous avez cours le samedi et le dimanche déjà. Donc, du coup, pas besoin de faire les concours blancs. C'est admissible ou remboursé. Ça veut dire que si vous avez mis au moins 3 écoles, enfin les 3 écoles pour Access ou au moins 5 écoles pour Sésame, on vous rembourse tout si vous êtes admissible nulle part. 100% de la prestation. On peut personnaliser, on va avoir un suivi qui va être personnalisé aussi avec vous. Vous êtes en petit comité en fait, hein. Pendant les cours du dimanche, vous allez être 6 à 10 étudiants par cours. OK? Et du coup, quand vous avez des questions sur les concours, sur les cours, etc., vous aurez mon numéro personnel et c'est avec moi que se fait le suivi en direct. OK? Vous aurez aussi le numéro de tous vos profs à qui vous pouvez poser vos questions. Donc typiquement, pour votre prof de synthèse, vous voulez lui envoyer une synthèse pour qu'il vous corrige. En dehors des cours, il le fait. OK? Ça fait partie du suivi. Et donc du coup, bah, si vous voulez savoir ce qu'on vaut et ce que pensent nos étudiants de nous, je vous invite à taper juste Prépa Campus sur Google, regardez les avis, et vous verrez que 100% de nos avis, c'est des 5 sur 5. Il n'y a pas de 4 sur 5. Et tous les étudiants ont obtenu leur premier choix l'année dernière.
Et du coup, on avait 97 avis. Je vous ai mis des exemples d'avis. C'est les derniers avis. Il y a écrit nouveau à côté de tous les avis. Entre-temps, il y a eu quelques nouveaux avis, je pense, depuis le moment où j'ai fait la slide. Mais ce que je veux dire, c'est que je les ai même pas triés. J'ai juste pris les derniers avis. OK? Donc voilà, je suis fier, hein, c'est pour ça que je vous le montre aussi, bien évidemment. Si vous voulez vous inscrire aux préparations pour le mois de mars, je vous invite à pas trop tarder, évidemment, parce qu'on est déjà le 19 février, que ça commence dans 10 jours, en fait. OK? Et vous aurez accès à la plateforme, du coup, dès que vous vous inscrivez, bien évidemment. OK, maintenant, je vais prendre le temps de répondre aux questions. Alors, première question, les billets sont-ils des cours donnés en anglais? Pas forcément, ça peut être des cours donnés en français. Ça signifie quoi, BBA? C'est Bachelor in Business Administration. Est-ce que tous les ISEG SK se valent? SK Aix-en-Provence versus SK Paris? Oui, quand vous choisissez une école, quel que soit le campus, ça se vaut. C'est un tout petit peu moins vrai, par exemple, pour l'EM Normandie, où ils ont des campus à l'étranger qui peuvent être un peu plus cotés, notamment si vous allez à Oxford, ça va être un peu plus demandé, donc du coup, ça fait bien. Mais au final, vous avez le même diplôme à la fin, quel que soit votre IESEG ou votre SK. Si vous faites SK Aix, c'est tout aussi bien que l'SK Paris. Pour les épreuves écrites, quels sont les sujets thématiques récurrentes? Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé, William. Si vous avez encore une question sur ça, ce que vous voulez poser à 19h10, vous pouvez la reposer en dessous en étant un peu plus précis. OK? Et on pourra en reparler, mais j'ai fait un gros détail dessus, c'était prévu, évidemment. Pourquoi je n'ai pas cité HEC quand j'ai parlé des différentes écoles? J'ai parlé des écoles post-bac et HEC, en fait, euh, si vous voulez rentrer à HEC en programme grande école, ou à l'ESSEC même en programme grande école, ou à l'ESCP en programme grande école, c'est post-prépa, c'est via une prépa. OK? Donc, vous, ce que vous pouvez faire en post-bac, c'est le BBA de l'ESSEC, qui est très fort, ou le bachelor de l'ESCP, qui est assez intéressant, mais qui est quand même pas aussi intéressant que les meilleurs BBA. HEC, ils ont un programme en post-bac, c'est un bachelor, le bachelor d'HEC. C'est un bachelor qui est spécialisé en data. Ok, il est assez récent. Et, euh, et donc voilà. Donc HEC, voilà. Donc ils ont un bachelor en data et c'est tout, en fait. Et donc du coup, c'est hyper spécialisé. Et c'est en partenariat avec Polytechnique, je crois, leur bachelor à la HEC. HEC, qui date de l'année dernière. Alors, pour les grands admissibles, quelle est leur note prise pour l'écrit dans la pondération pour les admissibilités? Euh, En fait, c'est nouveau les grands admissibles. Donc après, du coup, euh, on ne sait pas exactement quelles sont les notes qui sont prises. C'est assez opaque encore. Et donc, du coup, moi, je pense qu'ils prennent en compte, c'est les notes de spé. Quand les spé ont un rapport avec le commerce, évidemment, faire de la physique, ça ne vous portera pas préjudice, mais par contre, ça ne vous sert à rien pour les concours. Les notes d'anglais, elles comptent. Les notes de bac français, elles comptent, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas ce que vaut la note de sport. Bonsoir. Sur Parcoursup, on constate que certaines écoles ne remplissent pas le nombre de places. Pourquoi? Euh, En réalité, les écoles des concours, enfin en général, elles remplissent, hein, mais ce que je vous ai dit, c'est que certaines écoles sont, enfin pour les concours Accès Sésame, toutes les écoles ne se valent pas du tout. Donc il y a des écoles qui sont moins intéressantes que d'autres, hein. Quand vous avez 16 écoles sur le concours Sésame, c'est pas difficile d'avoir une école. Ce qui est difficile, c'est d'avoir l'école que vous voulez. Est-ce qu'il faut faire une lettre par école ou par concours? Donc ça, j'ai répondu, c'est par concours. Stéphanie demande, est-ce qu'on aura accès au replay? Demain, je vous l'envoie, promis. Même question que précédemment, sur Parcoursup, chaque école a l'air de demander une lettre. Chaque école demande une lettre si jamais pour les lettres, pour les écoles hors concours, parce que en fait, c'est un vœu chacun. Vous devez faire une lettre par vœu, mais sinon, non, vous ne faites pas une lettre pour chaque école auquel vous postulez sur Access Sésame. C'est, euh, c'est comment dire, officiel. OK? Brouillon autorisé lors des deux concours. Au concours Sésame, vous n'avez pas de brouillon. Zéro brouillon, même en mathématiques. Par contre, vous avez une calculatrice en maths qui est intégrée dans le logiciel. Et pour l'analyse documentaire, vous pouvez surligner les documents. OK? Pour le concours Access, vous avez le droit à 10 feuilles de brouillon, précisément, qui vous serviront pas pour l'anglais, mais qui vous serviront pour la synthèse, bien évidemment, et pour les mathématiques. Vous avez aussi une calculatrice qui est intégrée au logiciel. Et que ce soit pour Access ou pour Sésame, la calculatrice du logiciel, elle vous fait faire des opérations très basiques.
Ok? Vous pouvez pas faire des choses assez compliquées. Allez-vous proposer un replay? Oui, donc ça je l'ai déjà dit. On nous demande aussi comment ça se passe concrètement la journée de concours. Est-ce que c'est des épreuves successives? Est-ce qu'il y a des pauses, etc. Les épreuves, elles vont se dérouler sur la journée. Ça va commencer le matin tôt, genre vers 9h, mais il faudra vous connecter au moins une demi-heure avant. Et vous allez finir vers 16h30, 17h. Si vous avez un tiers-temps, vous pouvez le demander. Et donc, il suffit de le signaler sur Parcoursup et de le demander au concours. Un tiers-temps ou d'ailleurs un autre, euh, comment dire? J'ai le mot qui m'échappe. Un tiers-temps ou une autre aide, quoi. Un autre, excusez-moi, je commence à fatiguer. Un autre, le mot m'échappe, c'est un truc de fou. Si vous avez une autre aide, bref, que le tiers-temps, vous pouvez le demander. OK? Et ça sera accordé. Un autre aménagement. Merci, Valette. Waouh, un autre aménagement. C'est ça que je voulais dire. Et donc, du coup, si vous avez un autre aménagement, vous pouvez demander. Et donc, du coup, il y a quand même du temps qui est prévu entre les épreuves pour laisser le temps aux étudiants qui ont un tiers-temps de finir l'épreuve. Et donc, vous allez avoir en premier, par exemple pour le concours Sésame, vous allez enchaîner directement 3 épreuves qui sont les enjeux contemporains, les compétences digitales et les maths. Ensuite, il y aura un gros trou, enfin, il y aura un trou. Ensuite, ça va être le français, l'anglais, la LV2. Et ensuite, il y aura l'analyse documentaire. Avec un trou après français, anglais, LV2. OK? Pour permettre aux gens qui ont un certain temps de finir. Euh, Sur tous ceux qui intègrent l'ESSEC, quel pourcentage arrive au bout des 5 ans diplômés? Tout le monde quasiment. Quasiment tout le monde. Pas tous, parce qu'il y en a qui abandonnent en chemin, mais c'est un gros pourcentage. En fait, par contre, vous faites que 4 ans à l'ESSEC, hein. C'est un bibier, vous faites que 4 ans. Et au bout de vos 4 ans, il faut rajouter une cinquième année. Soit un master spécialisé à l'ESSEC ou à la HEC où vous voulez, soit une cinquième année, par exemple un master 2 à la fac. Alors, 4 demande, vous commencez les révisions à partir d'octobre, enfin les préparations à partir d'octobre-novembre. Qu'en est-il et quel prix? Car mon fils est seulement en première. En fait, pour les étudiants qui s'inscrivent, les 40 premiers étudiants qui s'inscrivent, on a une offre qui est spéciale, qui est moins chère. Ok, tous les ans, on fait ça. On ouvre les inscriptions en juin. Si vous voulez en profiter, vous pouvez m'envoyer un message par SMS. Je vais vous laisser mon numéro ici. Vous l'avez aussi dans les mails, hein, mon numéro. Vous pouvez m'appeler aussi, hein, d'ailleurs, pour me parler un petit peu de votre cas, hein. Et, euh, et en fait, vous aurez accès à ces offres-là directement. Et c'est moi qui vous recontacte le 2 juin pour vous dire on a ouvert les inscriptions. Et c'est 1 490 € pour la préparation Access à l'année. La mix, pareil pour Sésame. Et pour si vous faites les deux concours, c'est 2 490 €. Sur la note associée au dossier scolaire, est-ce que toutes les matières comptent? Exemple, je fais SVT, est-ce que ça compte dans la moyenne générale? Alors ça, c'est eux qui font leur tambouille et c'est assez opaque. On ne sait pas exactement si enfin, si ça compte, ce qui compte. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même des pondérations, c'est-à-dire que les maths, c'est plus important que la SVT, clairement. Et on nous demande, est-ce qu'on prépare les lycéens aux oraux aussi lorsqu'ils sont admissibles? La réponse, c'est oui. Et la préparation aux oraux, elle est surtout réservée à nos étudiants. En fait, je vous explique, dans la prépa, on prépare 160 étudiants, on les suit de très très près. Et donc, du coup, ça demande du temps. Et la préparation aux oraux qu'on fait avec eux, c'est une préparation qui est individuelle. Et donc, nous, on est une équipe d'à peu près 35 profs pour les oraux, pour préparer aux oraux. On est quasiment tous jurys d'admission, enfin, même tous, hein, je pense, jurys d'admission en école ou en prépa. On a la méthodologie de la prépa. La préparation, elle se fait en 3 séances ou 5 séances et on la commence au lendemain des épreuves écrites. C'est en supplément des préparations écrites que je vous ai montré en fait ici. Ça, c'est nos préparations. En supplément, du coup, vous avez la préparation aux oraux. C'est 120 € la séance. Donc, soit vous êtes à l'aise à l'oral et 3 séances, ça suffit. Soit vous avez des difficultés à l'oral. Et donc, dans ce cas-là, il faudra 5 séances. Au-delà de 5 séances, c'est moi qui prends les études en individuel et je ne les fais pas payer. Et on a 100% de réussite aux oraux depuis plusieurs années. Vous conseillez de passer les deux concours ou seulement un des deux? Bah, si vous avez arrêté les maths, passez que Sésame. Si vous voulez une école en particulier, passez que Sésame ou que Access. Si vous êtes intéressé par les deux, enfin, la plupart des gens ils passent les deux en fait.
Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il y a des réponses qui vous ont pas vraiment satisfaites, n'hésitez pas à reposer les questions. Moi, en fait, excusez-moi, je parle vite, bon, parce que je connais le sujet sur le bout des doigts, je pense que vous avez compris. Euh, et ensuite aussi, parce que j'ai envie de mettre du rythme, mais j'ai pas envie de vous endormir. Je sais que voilà, il est de 19h à 20h, j'ai pas envie de tourner jusqu'à 20h30, enfin vous prendre en otage. J'essaie d'être efficace dans mes réponses. Patricia demande en quoi consiste la préparation aux oraux. Alors, si vous faites une préparation aux oraux en 5 séances, je vous dis à quoi ça ressemble. La première séance, on va identifier avec l'étudiant, donc c'est le prof qui écrit, hein. Il va poser plein de questions à l'étudiant et en gros, il va faire le squelette de tout ce qu'il doit préparer avec l'étudiant. Donc, il va lui expliquer déjà comment ça se passe en oral et ensuite, il va prendre des notes sur quels sont tous les points importants du parcours de l'étudiant. Et donc, il va prendre tout ça en note et le but, c'est qu'il ait mappé tout ce que doit préparer l'étudiant pour les oraux. Ensuite, à la fin de la séance 1, il lui montre comment, pour chacun des sujets, comment il doit développer chacun des sujets. Donc, il va prendre un ou deux exemples et développer. Et ensuite, il va dire à l'étudiant, entre la séance 1 et 2, à toi de tout développer. L'étudiant va tout développer et ensuite le prof va reprendre tout ce qui a été développé et va tout détailler et tout mettre sous le bon format avec l'étudiant. Donc c'est le prof, encore une fois, qui écrit et qui va poser plein de questions à l'étudiant pour être sûr que ce soit bien clair et que ça soit bien amené. Il va aussi lui expliquer à la séance 2 comment l'étudiant il peut faire des liens entre ces différentes expériences, comment il peut les rattacher les unes aux autres et ils vont aussi travailler la présentation ensemble. Troisième séance, c'est un oral blanc déconstruit. C'est-à-dire que le coach va faire un entretien à l'étudiant, sauf qu'après chaque question, ils vont débriefer les réponses ensemble. Le but, c'est que l'étudiant, il comprenne comment le prof choisit ses questions dans l'oral et ce qui est bien dans une réponse et ce qui est moins bien. Donc après chaque réponse, le coach il va lui dire voilà ce que tu as fait de bien, voilà ce que tu as fait de moins bien. Vu qu'il le connaît, il lui dit voilà ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais pu développer. Et lui dit en fonction de ta réponse, voici les questions maintenant que je peux te poser. Et donc l'objectif, c'est que l'étudiant il comprenne comment le prof construit l'entretien. Et donc en fonction de ça, il peut aussi adapter ses réponses pour que le prof, le jour J, le jury lui pose des questions liées à des choses qu'il maîtrise. OK? Quatrième, cinquième séance, c'est des entretiens blancs avec un gros débriefing, des entretiens blancs très poussés avec un gros débriefing. On donne aussi plein de conseils sur les épreuves orales, bien évidemment. Euh, Anne demande, j'imagine que vous conseillez un suivi à l'année plutôt qu'en stage? Oui, c'est toujours mieux d'avoir le temps de travailler. Et en plus, c'est moins stressant pour les étudiants. Ça permet d'avoir une charge de travail qui est moins lourde parce qu'on la répartit plus dans le temps. Et ça nous permet aussi de voir que, euh, quand un étudiant il a des difficultés, on a le temps de travailler ça avec eux. Donc, je vous dis un truc tout bête. Je donne les cours de maths, je vois un étudiant, il a des problèmes. Il a des difficultés en maths sur certains points. Je ne vais pas attendre toute l'année et lui laisser avec ses difficultés. Très vite, je vais le prendre en individuel. Je vais lui expliquer ce qu'il n'a pas compris. Il va comprendre ce que je lui explique. Et ensuite, il va être en salle, il va rattraper le niveau des autres. Et donc, ça, je le fais gratuitement, ça fait partie du suivi. Et donc, le fait de faire ce travail-là avec les étudiants sur la longue durée, ça nous permet vraiment d'être bien. Et donc, du coup, ça va être quoi le rythme quand on travaille à l'année? Quand on travaille à l'année, entre novembre et le concours, on propose des cours du lundi au vendredi, mais il faut venir au moins une fois par semaine en cours. Ceux qui veulent s'entraîner, ils peuvent venir qu'à 3 fois par semaine en cours. Ok? Parce que les cours du lundi et du mardi, c'est les mêmes, et du mercredi et du jeudi, c'est les mêmes. Donc un étudiant peut venir lundi, mercredi, vendredi s'il veut et faire 3 heures de cours par semaine. Pour Access et pour Sésame. Ok? Donc le minimum, c'est faire 1 heure par semaine par concours. Donc si vous faites juste Access, c'est 1 heure par semaine. Si vous faites juste Sésame, c'est 1 heure par semaine. Si vous faites les deux, c'est 2 heures par semaine. Mais si vous voulez faire plus, vous pouvez faire plus. Vous avez aussi d'ailleurs le planning des cours. Donc vous pouvez savoir par exemple, ah j'ai des difficultés sur les fonctions, donc là je vais venir au cours de fonctions même si je l'ai déjà fait avant. Ok? Donc vous avez des cours hebdomadaires sur l'année comme ça. Vous avez le module enjeu contemporain où vous allez avoir 8 séances entre janvier et mars. Et vous avez un petit stage intensif où vous allez avoir 4 heures par jour sur une semaine, si vous faites un concours, ou 6 heures par jour sur une semaine, où vous êtes en petit comité. Et ça va être soit pendant les vacances de décembre, soit pendant les vacances de février, quand vous voulez. OK? Tous les cours hebdo sont en visio. Les stages intensifs, c'est soit en visio, soit en présentiel. C'est au choix. OK? Donc, possibilité de tout faire en visio. Là, en ce moment, on est en période de stage. On a à peu près 40 étudiants en présentiel, 80 étudiants en visio. On a 20 profs qui travaillent sur les stages, sur cette semaine. OK? Pour vous dire. Donc, parce qu'on fait le travail en tout petit comité, tout petits effectifs. Donc, possible de faire 100% en visio. 2 tiers des étudiants font 100% en visio. Voilà, 65%.
Et pour vous dire encore mieux, on a une douzaine d'étudiants qui habitent à l'étranger cette année. On en a 2 aux États-Unis, donc qui ont le décalage horaire. On en a un à l'île Maurice. On en a un qui est à La Réunion, enfin, c'est pas l'étranger, mais bon, qui est pas en France métropolitaine. On en a à Vienne, on en a en Suisse, on en a en Belgique, on en a une au Gabon et elle est venue d'ailleurs pour les stages en présentiel. Elle a fait une partie des stages en présentiel, une partie à distance. On en a eu, enfin, on en a partout, quoi. On en a au Maroc, on a des étudiants dans le monde entier, en réalité. Particulièrement cette année. Donc oui, possible de faire 100 en visio. Et on a des taux de réussite qui sont aussi bien en visio qu'en présentiel. Et les cours sont dynamiques, participatifs, les étudiants ils participent en cours. Et donc du coup, c'est pas, on ne peut pas s'endormir en cours, quoi. C'est dynamique. Après chaque période de stage, vous recevez comme, même si vous avez des cours à l'année, vous avez une petite période de stage. Après chaque période de stage, enfin après votre période de stage, vous recevez un débriefing complet sur ce que vous devez faire pour vous entraîner sur la plateforme, en plus de votre stage pour continuer de progresser jusqu'au concours. C'est moi qui vous l'envoie par mail, mais c'est les profs qui me le donnent, qui me le font, le débriefing. Et après, pareil, si vous avez des questions sur comment ça évolue à l'année, les écoles, les concours, directement avec moi. OK? Sur les cours hebdo, etc. Et donc, moi, je suis les étudiants à l'année, je les connais tous, les étudiants de la prépa. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, si vous voulez être tenu au courant de quand ouvrent les inscriptions pour l'année prochaine, je vous enverrai toutes les infos par SMS le 2 juin, bien évidemment. Vous pouvez m'appeler en fait directement. Là, c'est période de stage, donc je donne beaucoup, beaucoup de cours en ce moment parce que je suis avec les profs et les élèves. Mais je reste quand même joignable et je peux répondre à vos questions, bien évidemment et je peux aussi vous donner le détail un petit peu du programme. Je peux vous le mettre ici, le détail, en réalité. Enfin, je vous l'enverrai, ce sera plus simple. Je vous enverrai le détail de comment s'organisent les cours à l'année. OK? Eh bah, c'est gentil Charles. Bah, c'est gentil, merci tout le monde. Merci beaucoup pour vos retours. Génial. Bah, bonnes vacances à tous et merci d'avoir, voilà, pris du temps dans vos vacances pour être avec moi et j'espère, voilà, que ça vous a plu, donc je suis très content.